Et c'est la suite des grands débats. On revient sur la situation en Ukraine et au Kazakhstan avec Sarah Daniel. Bonjour Sarah, merci d'être avec nous. Journaliste grand reporter de guerre, spécialiste de l'international au magazine l'Obs. Oui, alors on va rappeler que le Kazakhstan, là notamment, la situation est un peu explosive. Il y a eu des dizaines, on ne sait pas combien d'ailleurs précisément en fait, de tués lors de manifestations. Deux mots, même si vous revenez vous d'Ukraine, Sarah Daniel, mais vous connaissez en fait toutes ces terres en fait de conflit et toutes ces anciennes républiques. Ce qui se passe en fait au Kazakhstan, l'origine en quelque sorte c'est sur l'énergie, sur le carburant en tant que tel, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est les prix du carburant qui ont augmenté, mais finalement il y a eu des révoltes et puis très vite c'est passé à autre chose, c'est passé à une révolte plus générale contre le pouvoir en place et contre ces pouvoirs qui finalement sont des émanations du pouvoir mis en place par l'Union soviétique. Donc, voilà, c'est une forme de rébellion, quoi, en quelque sorte, quoi. Voilà, c'est ça. C'est une forme de rébellion et un petit peu le désir de la population de lever ce joug de la Russie qui est très très lourd et qui entraîne pas le pays dans le bon endroit. Parce qu'en fait, les Russes veulent plutôt maintenir sous le boisseau ces républiques parce que d'abord ça leur fournit de la matière matières premières, effectivement, des richesses, quoi. Le Kazakhstan est très riche, et surtout de l'emploi à bon marché. C'est vrai aussi. Et puis voilà, et ça leur permet d'exporter évidemment leurs biens. Donc ils ont, à la fois ils les soutiennent, mais ils les soutiennent pas trop fort. Donc c'est ça le paradoxe. Les Russes, oui. Oui, c'est ça. Ouais, Russes. Mais là, il y a eu une demande justement au secours, un appel un peu au secours, quoi, du pouvoir kazakh à Poutine, quoi. Bien sûr, parce que le pouvoir a besoin d'être conforté. Là, ils sentent qu'il est vraiment menacé. Comme vous dites, il y a eu apparemment des dizaines de morts. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a du mal à savoir parce que tout Internet a été coupé pendant. Absolument. C'est toutes ces régions, à part le Kyrgyzstan, en fait, sont des autocraties, enfin des pouvoirs autoritaires, et donc ils s'alignent un peu sur les méthodes de Poutine et ils ferment Internet, ils ferment les messageries. Oui, ils ont un contrôle très important de ça. Alors un petit peu plus loin, il y a aussi l'Ukraine, enfin plus loin ou plus près de nous, de l'Europe, d'où vous revenez. Entre la Russie et l'Europe. Oui, et là aussi c'est extrêmement compliqué. Grosso modo, ce que l'on peut dire, c'est que l'Ukraine, elle regarde l'Union européenne parce qu'elle voudrait rentrer entre guillemets, et notamment, alors là c'est autre chose, mais dans les forces de l'OTAN, voilà. Et Poutine dit niet, pas question, évidemment, parce que aux portes de Moscou, il veut pas que les Américains prennent aussi un petit peu position. C'est un peu ça l'objet finalement du bras de fer actuellement. Bah oui, mais ça fait un moment depuis les révoltes de Maïdan en 2014. Si vous voulez, l'Ukraine elle est séparée en deux. Il y a d'un côté l'Ouest qui est complètement tourné vers l'Europe, comme vous dites, et d'ailleurs on le voit très bien à Kiev, qui est une ville enfin en tout cas assez occidentalisé. Et puis après il y a l'ouest du pays, l'est du pays, le Donbass. Et là il y a beaucoup de russophones et il y a des gens qui sont plus tentés de rester dans cette espèce de zone d'influence russe. Ouais. Qu'est-ce que vous avez Depuis le début du siècle, on a l'impression qu'ils sont malmenés, que c'est vraiment le pays objet, que tout le monde se déchire autour de ce pays, et sans que eux, visiblement, ne puissent prendre le pouvoir, ou en tout cas pas assez longtemps. En fait, ils sont très nationalistes, et donc depuis depuis la Russie des tsars, ils ont voulu avoir une Ukraine indépendante. L'occasion leur en a été donnée quand l'Union soviétique s'est démantelée. Et puis voilà, et maintenant il y a un tiraillement parce que pour Poutine considère l'Ukraine vraiment comme russe et comme son arrière-cour. Et surtout, son cauchemar absolu, en effet, c'est que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. C'est ça. Et d'ailleurs, il va y avoir, c'est le jeu aussi d'un marchandage, en quelque sorte, d'un bras de fer avec Joe Biden. Il va y avoir une rencontre la semaine prochaine, sans l'Europe, quoi. Sauf que Joe Biden a déjà déclaré qu'il n'enverrait pas de troupes pour sauver Kiev. Donc, si vous voulez, c'est vrai que pour l'instant, Poutine est un peu en position de force. Il est en position de force. Alors, vous avez passé, vous, le nouvel an à la frontière russe, c'est ça, avec l'armée, à la frontière séparatiste, russe, pro-russe, Oui, c'est ça. Mais vous étiez avec qui, alors? Donc, j'étais avec les soldats ukrainiens. Et au moment où c'était quelques minutes avant minuit, on a appris la mort d'un soldat ukrainien. Donc c'est pour dire que le front est encore très très volatile. C'est pas du tout. Enfin, c'est une guerre froide, bien sûr gelée, mais il y a encore beaucoup de morts chaque semaine en fait, ou de blessés.
Et voilà. Et donc il y a des rixes de part et d'autre de la frontière qui ne demandent qu'à se remobiliser. Donc et les troupes, les soldats, ils savent pourquoi ils se battent, parce que souvent c'est la question qu'on se pose quand il y a un conflit. Est-ce que vraiment on est convaincu quand on est militaire engagé en fait de la bonne cause pour laquelle en fait on se bat, ou en tout cas on contrôle les frontières? Les soldats, oui, parce que là ils veulent rejoindre l'OTAN, ils veulent rejoindre la communauté européenne. Ils détestent Poutine. Enfin ceux avec qui j'étais là. C'est-à-dire que l'Ukraine est divisée, quoi, complètement divisée en fait. Alors non? Oui. Alors après je sais pas quel est exactement le pourcentage. Non, ouais. Mais c'est peut-être que ces deux républiques séparatistes, ils sont peut-être quand même plus pro-européens que. Mais en tout cas, les soldats, eux, ne sont pas, n'ont pas d'état d'âme, si vous voulez, comme on voit en effet souvent dans les conflits. Ah oui, c'est vrai. Votre reportage qui est paru là dans. Oui, il est paru jeudi. Ouais. Jeudi dans l'Obs. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que le problème de la Crimée finalement est résolu? Non, il n'est pas résolu parce que. Puisque Poutine dit que c'est résolu. C'est résolu de fait parce que c'est annexé. Donc si vous voulez, là c'est un peu plus. Mais en fait, ce qui fait que ça n'est pas résolu, c'est que ça donne un peu le là pour d'autres conflits en puissance qui pourraient se développer. Et voilà. Et peut-être qu'il y aura d'autres futurs Crimées. On peut envisager le cas notamment au Kazakhstan. Hein. Puisque là, les troupes russes ont été envoyées et que Poutine peut toujours se faire fort. C'est toujours sa méthode. Il envoie des passeports aux gens. Par exemple, là, dans le Donbass, il a envoyé 600 000 passeports russes. Donc après, il peut tout à fait dire « je viens pour protéger les Russes qui sont là ». C'est une manière d'annexer. D'annexer, oui, sur le terrain. Exactement. Ouais, et Poutine qui se sent, ce que vous disiez, fort, effectivement, face aux... Il est fort, oui. Il est fort depuis aussi le retrait américain. Ouais. Depuis que les Américains sont partis d'Afghanistan, depuis qu'ils n'ont pas réagi aux lignes rouges qu'ils avaient eux-mêmes fixées en Syrie. Quelque part, ils ont déjà déclaré que toute cette zone-là pouvait être le terrain de jeu des Russes et des Chinois. Quoi. Il le sent. Voilà. Alors, il se tourne aussi vers la Chine, quoi. Mais le Kazakhstan, Poutine, notamment, a beaucoup de relations avec la Chine. La Chine les aide beaucoup à se développer. Et donc, mais justement, là, en fait, la population voulait desserrer un peu cet étau russo-chinois, et ils se sont tournés vers la Turquie, qui est aussi maintenant un État qui intervient énormément dans la région. Et sur l'Europe, quel est son regard à Poutine? Est-ce que finalement l'Europe compte ou pas plus que ça, quoi? Vous voyez, comme dans les négociations avec l'Ukraine, il l'a complètement méprisé. Il a demandé qu'on la sorte du jeu. C'est parce que je pense que justement, il a un peu de mépris pour cette Europe qui est tellement divisée et aussi qui n'aime pas beaucoup. Il n'aime pas l'Europe de Bruxelles en quelque sorte, quoi. Non, mais il la trouve faible. Enfin, Poutine, il considère les forces en présence. Il veut parler avec le chef, quoi. Il veut parler avec celui qui a du répondant. D'égal. Voilà. Allez, on va continuer avec vous, Sarah Daniel, dans un instant. Grand reporter. Vous êtes grand reporter de guerre. Vous allez nous parler justement aussi dans un instant de ce métier, quelques minutes, parce que vous continuez d'aller toujours au cœur des conflits. Vous étiez en Afghanistan il n'y a pas si longtemps aussi. Hein. Oui, en septembre, quand les talibans ont pris le... Oui, on va en reparler dans un instant. Et si vous avez des questions, bien entendu, pour Sarah Daniel, 0826 300 300 vous accueille en standard tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Surtout Arthur. Moi? Oui, toi. Aujourd'hui, pendant l'alerte discount Netto, la galette des rois frangipane 6 parts est à 3,49 €. Roi Arthur. Ça sonne bien, non? 3,49 €? Je m'en vais quérir la fève de ce pas. Netto, on gagne tous à payer moins cher. 380 grammes, soit 9,18 € le kilo. Pour votre santé, bougez plus. Le e-Trophée Andros et les Formule 1 de la glace sont de retour. Ce vendredi 7 et samedi 8 janvier à Isola 2000. Infos, résultats et le direct des courses en live streaming sur trophéandros.com. Le e-Trophée Andros, la plus grande course sur glace au monde avec Sud Radio. Les cidres de France, tout naturellement. Thierry Marx, c'est quoi pour vous un instant cidre? C'est un cidre frais à la robe dorée et pétillant qui va sublimer la gourmandise de votre galette. Ça se savoure. Les cidres de France, tout naturellement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio Libourne. 106. Sud Radio. Bienvenue aux gourmands qui pensent qu'il n'est jamais trop tôt pour se mettre au bio. Bienvenue à vous qui adorez le petit déjeuner, mais le préférez déjà tout prêt. L'année commence bio chez Picard. En ce moment, profitez de 50% de réduction sur le deuxième produit bio acheté avec la carte Picard et moi, parmi une savoureuse sélection de produits comme nos 10 mini crêpes bio.
Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité en magasin et sur picard.fr. Pour votre santé, bougez plus. On peut gagner la bataille, gagner contre le temps. Quand on rénove un monument en briques en pierre de taille, on peut gagner des siècles, gagner pour nos enfants, à faire durer l'histoire. Encore un bon moment. FDJ, c'est aussi plus de 600 monuments restaurés partout en France avec les Jeux du patrimoine. FDJ et voir la France gagner. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. SoCook, cuisine équipée. Et vous savez ce que ça veut dire? TTC, trop cher. Heureusement, du 2 au 31 janvier, SoCook vous offre la TVA sur votre cuisine équipée. Et en plus, c'est made in France. SoCook, cuisine équipée. Plus de 170 magasins en France. Voir conditions sur socook.com. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h33 et derrière l'actualité, souvent, il y a forcément des journalistes et des grands reporters de guerre. Sarah Daniel est avec nous, spécialiste de l'international au magazine L'Obs. Oui, vous revenez, vous nous avez raconté d'Ukraine, vous étiez aussi en Afghanistan, vous allez en fait sur tous les terrains du monde. Et Cécile, forcément, il y a plusieurs questions en fait à poser. Oui. Et une basique. C'est la sécurité, parce que forcément, quand on est une femme dans des pays, forcément beaucoup d'hommes, ça c'est la première des choses. Et la sécurité, qui fait attention à vous quand vous partez? Est-ce que le ministère des Affaires étrangères vous suit? Ou est-ce que vous allez seul avec votre baluchon entre guillemets? Oui, je vais seule avec mon baluchon et puis une équipe, parce que là j'étais avec le photographe Guillaume Binet, en Afghanistan j'étais avec Jérôme Cessini, mais enfin voilà, on est une équipe et puis après on a souvent un chauffeur et un traducteur et ça fait une petite équipe à 4. Mais vous êtes livré à vous-même? Ah bah oui, parce qu'autrement, c'est aussi la condition de la liberté du travail. Parce que, en effet, on voit sur le terrain, notamment les équipes de télé américaines qui sont avec des mercenaires, des gardes du corps. Quand on arrive dans un village et qu'on est entouré ça limite la liberté. C'est pas exactement la liberté le même, de parole. Oui, le même rapport à la population, aux gens qu'on interviewe. Et quel rapport ils ont avec la presse justement européenne, française? Enfin, je ne sais pas si. S'il y a une image de... ça dépend du conflit en cours. Par exemple, en Afghanistan, les talibans avaient reçu des consignes, notamment du Qatar et d'Al Jazeera, de ne pas être trop désagréable avec les journalistes. Et c'est vrai qu'on l'a ressenti. Après, en Ukraine, si on est français, on est assez bien perçu. En tout cas, du côté pro-européen et ukrainien. Voilà, donc à chaque conflit, gauche de Kiev. Oui, à chaque conflit, souvent on essaye de mettre en avant une nationalité qu'il y a dans un groupe de journalistes. Oui, mais est-ce que vous avez conscience, est-ce que vous ressentez aussi le danger quand vous êtes dans ces territoires de guerre? Ah bah oui, bien sûr, ça. Ouais. Oui. Mais vous y pensez en permanence ou alors vous êtes dedans donc vous l'oubliez? On est dedans, on oublie, on s'intéresse à la question. Bon après, oui, bien sûr, j'ai été bombardé, survolé par des drones. Il m'est arrivé beaucoup de choses, donc bien sûr à ce moment-là, le danger se rappelle à vous. Ouais. Mais puis parfois, on n'a pas conscience du danger quand il est le plus grand. Enfin, c'est très. Voilà, on est occupé par autre chose en fait. Ouais. Question, il est resté à l'écoute et avec nous de Philippe Bilger, qui est toujours avec nous. Philippe, vous vouliez poser une question à Sarah Daniel. Oui, parce que je suis très heureux d'entendre Sarah Daniel que je lis. Mais je complète votre interrogation, Patrick. Reporter de guerre, ça peut renvoyer à une conception traditionnelle du journalisme, et de guerre, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a dans votre passion pour cette belle mission quelque chose qui relèverait d'un goût du risque, à titre personnel ou pas du tout? Reporter de guerre, moi je revendique pas cette appellation. Moi je suis grand reporter et j'aime autant faire des choses qui concernent des situations de danger. Bon, maintenant, si je dois vraiment être honnête, évidemment, je pense que il y a un peu de, ça m'amuse aussi, quoi. C'est pas, en tout cas, il y a de l'adrénaline et puis ça me déplaît pas. Mais moi, plus que ça, ce qui me plaît, c'est d'être vraiment au cœur de l'histoire. C'est de voir vraiment les événements se faire, alors que ça soit... Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, justement, au cœur de l'histoire, dans les nombreux reportages de guerre depuis des années que vous menez? Et d'ailleurs, votre père, à titre posthume, vous rend hommage dans son livre. Il dit, moi, je suis pas un reporter de guerre, j'aime bien, effectivement, m'occuper des négociations, discussions, etc. Lui qui a tout connu, mais il dit, contrairement donc à ma fille, Sarah Daniel, qui, elle, aime aller au contact, sur le terrain, beaucoup plus, quoi. Oui, il dit ça, et en même temps, il a été blessé quand même.
c'est vrai, en Algérie, en Tunisie, au moment de Bizerte. Bien sûr, il est allé en Égypte. Qu'est-ce qui m'a le plus intéressé? L'Irak m'a vraiment passionné parce que j'ai consacré beaucoup de temps, que j'ai été très longtemps et que j'ai vraiment vu j'ai pu m'approcher très très près de tous les acteurs du conflit. Ça, c'est toujours passionnant. L'Afghanistan, c'était passionnant. Les révoltes arabes aussi. On est dans quand on aime l'histoire et l'aventure, c'est un métier qui est tellement passionnant. Ouais. Voilà, et ça continue. Mais est-ce que dans ces pays musulmans, vous êtes une femme, hein, dans ces pays musulmans, forcément, il y a des endroits dans lesquels vous ne pouvez pas aller. Comment au contraire, au contraire, parce qu'en fait, comme on est voilé, et ben ça nous permet. Moi, je me souviens à un moment, il y avait une révolte à Najaf. Aucun de mes confrères ne pouvait y aller, et moi, j'avais une abaya complète, et justement, j'ai pu y aller. Non, en fait, ça vous donne une grande liberté. Au contraire. À propos de l'Afghanistan, où vous êtes allé en fait en septembre, on en parle beaucoup moins en fait aujourd'hui de l'Afghanistan. On a l'impression que le couvercle s'est un peu refermé sur ce pays. Est-ce que vous avez toujours des contacts et est-ce que vous savez ce qui s'y passe, quoi? Oui, bien sûr, j'ai des contacts et ce qui s'y passe, c'est ce qu'on avait prévu contre certaines personnes qui nous annonçaient que le Taliban nouveau était arrivé, mais en fait, ils ont exactement les mêmes idées, les mêmes codes, les mêmes volontés, et pour les femmes, c'est absolument épouvantable. Elles ont plus droit à l'éducation, elles peuvent plus être juges, elles peuvent plus présenter les nouvelles, elles sont recantonnées à nouveau à la maison, et puis il y a aussi des exactions. Sur les femmes d'un côté et puis les hommes de l'autre côté, il y avait une chasse terrible, quoi. Oui, bien sûr, il y a une chasse. Il y a toujours une chasse aux anciens collaborateurs des Américains. Il y a des fouilles porte à porte. Les gens ne sont pas sortis d'affaires. Et c'est vrai, c'est bien que vous disiez ça parce que on oublie un peu. Il y a eu cet emballement qui était merveilleux. Les gens s'intéressaient à ce qui s'est passé, et maintenant c'est devenu vraiment, c'est passé sous le radar, quoi. C'est dommage parce que ça reste toujours aussi déchirant qu'avant. Et c'est notre rôle, hein, en France, peut-être d'aider toutes ces femmes afghanes aujourd'hui. Oui, en tout cas de ne pas les oublier, de les soutenir et de rappeler leur sort, ça absolument. Ouais. Et puis en même temps, ce qui se passe sous le couvercle, en fait, c'est intéressant parce que évidemment c'est peut-être là que se préparent des conflits de demain, des attentats, etc. Donc, mais bien sûr, parce qu'on laisse en effet que ça soit Al-Qaïda, des groupes Haqqani ou peut-être et aussi dans ces zones de non-droit, on sait très bien que c'est là que tous les terrorismes sont en train de reprendre de la vigueur, quoi. Absolument. Probablement, quoi. Oui. Se construire. Et d'ailleurs, on parlait de Poutine tout à l'heure, hein, juste avant en fait la pause, quoi. Poutine et l'Afghanistan, il le sait aussi que c'est toujours en fait un danger, une poudrière, lui. Est-ce qu'il s'en préoccupe ou pas? Bien sûr, ils s'en préoccupent, d'autant plus que ça peut avoir des porosités avec ses propres fondamentalistes, que ce soit en Tchétchénie ou au Daghestan, et donc il est très attentif. Et puis surtout, il est attentif. Il y a une compétition dans ces pays entre la Russie et la Chine, et c'est ce qu'on voit aussi dans toutes ces républiques du Caucase central, enfin d'Asie centrale. C'est ce bras de fer avec la Chine qui est très très important. Merci Sarah Daniel, journaliste, grand reporter et spécialiste de l'international au magazine l'Obs. Et donc je vous invite à lire notamment ce papier, ce reportage que vous avez préparé. Vous avez passé le nouvel an à la frontière donc entre l'Ukraine et la Russie. Vous pouvez le lire c'est le numéro de cette semaine en fait de l'Obs. Merci d'être venu et de nous avoir de relire ce livre magnifique. Hein, alors oui, de Jean Daniel par ailleurs, votre père. Donc c'est quasiment un siècle en fait d'histoire racontée par Jean Daniel, et qui est très attaché en fait dans ce livre et qui devrait être lu par tous les gens qui se présentent en fait à la présidentielle autour de la nation, la nation et puis la France dans l'Europe, etc. et l'ensemble des relations. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio.